pour présenter. D'accord. Je pense qu'on voudrait tout d'abord remercier effectivement Alice et le local de redonner à voir cette exposition, après l'avoir financée largement, concrètement, lorsqu'on l'a mise en place il y a bien déjà plus de 5 ans, 5-6 ans environ. En 2009, Geoffrey et moi sommes partis au Bénin. Alors moi je travaillais au Bénin à ce moment-là depuis une petite dizaine d'années et je connaissais Geoffrey depuis plus d'une dizaine d'années. Et Geoffrey était aussi déjà parti au Bénin au début des années 2000. Et puis voilà, on s'est dit ce serait bien de chercher à, d'une certaine manière, combiner, articuler nos compétences respectives en matière d'une part de sciences sociales et d'autre part de photographie pour donner quelque chose à voir de ces dieux d'Afrique en mouvement, comme on a appelé l'exposition, de la manière dont se déploient les cultes vaudous sur une scène africaine contemporaine, dans l'Afrique contemporaine. Qu'est-ce qu'il en est finalement de cette image par excellence, d'une certaine manière, de l'Afrique exotique, de l'Afrique traditionnelle, que en sont venus à certains égards à représenter les cultes vaudous. Voilà, dans l'Afrique de la modernité, l'Afrique d'aujourd'hui, qu'en est-il finalement de ces cultes? Et donc c'est ce qu'on a cherché à faire au cours d'un séjour finalement de plus d'un mois, je crois, que tu as passé sur place, 2 mois sur place, 2 mois au cours desquels on a circulé entre un certain nombre de sites et de maisons que je connaissais déjà du fait de mon expérience locale, mais que cette fois-ci dont on a cherché à rendre compte un petit peu différemment que simplement à travers la production de textes qui constitue l'essentiel, la manière dont les sciences sociales sont restituées, en général en direction d'un public relativement restreint. Voilà. Donc l'idée, c'était de donner à voir un public plus large, ce qui pouvait en être de ces cultes vaudous dans le Bénin d'aujourd'hui. Alors peut-être quelques mots pour démarrer la discussion autour de l'histoire de ces cultes, des repères historiques, pour aider à comprendre d'où ça vient finalement, et puis peut-être quelques mots dans un deuxième temps pour donner à voir un petit peu, donner quelques éléments de compréhension autour de questions qui traient à la place des cultes vaudous dans le Bénin d'aujourd'hui, puisque le Bénin aujourd'hui c'est une société différenciée avec des gens beaucoup plus riches que d'autres. C'est un pays marqué par de profondes inégalités, avec des gens scolarisés, des gens beaucoup moins scolarisés, des grosses inégalités dans l'accès à l'éducation. Qu'en est-il finalement de l'inscription du vaudou dans une société différenciée comme celle du Bénin contemporain? Et puis peut-être un troisième point autour de la manière dont les cultes sont réinterprétés aujourd'hui, dont les chefs de culte réinterprètent les cultes pour faire sens, pour leur donner un sens nouveau, inévitablement dans un monde nouveau. Voilà. Alors, quelques mots d'histoire, peut-être pour commencer. Je l'ai dit, le sud du Bénin, qui est donc la région d'origine de ces cultes vaudous, qui est en fait la région où, pour dire divinité, on dit vaudou. Vaudou, c'est le nom du culte, mais c'est aussi le nom des dieux, localement, historiquement. Dans les populations voisines, ce sont d'autres mots. Donc, culte vaudou dans cette région donc, qui correspond à ce qu'on désignait à l'époque précoloniale comme la côte des esclaves, parce que les premiers récits, les premières sources écrites qui traitent de la région parlent de la côte des esclaves. Et pourquoi? Parce que précisément, je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est l'une des 2 grandes zones de déportation en fait, d'esclaves aux Amériques. Aux Amériques, il y a eu la côte, alors il
il y a eu plusieurs traites, hein, on ne va pas faire une histoire des traites esclavagistes ici, mais donc la traite atlantique, c'est l'une des 3 grandes traites, avec la traite saharienne et la traite de l'océan Indien. Mais dans le cadre de la traite atlantique, c'est environ 10 millions, 11 millions de personnes qui sont déportées essentiellement sur 2 siècles et demi, hein, et à partir de 2 zones de la côte de l'Afrique atlantique, hein, qui sont la côte des esclaves d'une part, et puis la côte de l'Oango, qui est un tout petit peu au sud de l'embouchure du fleuve Congo. Donc on est sur cette côte des esclaves, et on est en fait là face à des cultes qui présentent d'une certaine manière le paradoxe d'avoir fini par incarner par être une de ces images par excellence de l'Afrique traditionnelle, de l'Afrique des traditions immémoriales, etc. Mais dans une région en fait qui a une histoire extrêmement tumultueuse et qui a été marquée par une dynamique de changement religieux pour ainsi dire constant, hein, et où on voit pour ainsi dire se déployer dans les derniers siècles pour se condenser, mais se condenser c'est précisément pas mal quand même, précisément parce qu'il y a des sources écrites pour une partie de l'histoire de la région. Ce qu'on voit, on voit se déployer une sorte de... Et puis il y a une tradition orale quand même, qui sur les derniers siècles nous donne toute une série d'éléments intéressants aussi. On voit se déployer une sorte de tradition de l'invention, hein, puisque on sait très bien que ces cultes, eh bien, ça a beaucoup bougé. Ça a beaucoup bougé sur les 2-3 derniers siècles. On sait que les cultes qui tenaient le haut du pavé d'une certaine manière au XVIIIe siècle n'étaient plus les cultes qui tenaient le haut du pavé au XIXe siècle, et puis surtout qu'il y avait une logique religieuse sous-jacente à cette circulation des esprits, à cette circulation des dieux. C'était une logique d'accumulation de puissance. C'était une logique d'accumulation de puissance. Les chefs politiques, les rois, les souverains de formation politique précoloniale n'en avaient jamais assez, d'une certaine manière. Il fallait toujours renforcer son arsenal spirituel par l'appropriation de nouvelles puissances spirituelles et l'accumulation des dieux, d'une certaine manière, l'accumulation des dieux qui allait de pair en fait avec les relations, avec les conquêtes militaires, hein, essentiellement, des formations politiques dominantes, razziaient des formations voisines et s'appropriaient non seulement eh bien, des esclaves, dont une partie était rendue, une partie était aussi conservée localement, était revendue en direction de la côte, et puis cette économie politique de la razzia était aussi une économie politique de l'accumulation des puissances, et donc correspondait bien souvent aussi à des phénomènes d'appropriation des divinités de l'ennemi vaincu, hein, dont on déportait pour les mettre à son service, eh bien, les servants, hein, les prêtres en charge des cultes. Et donc, les gens au Bénin aujourd'hui disent régulièrement, quand on demande combien il y a de vaudou, eh bien, il y en a 201, il y en a 401, et il y en a 41, et 41, c'est un peu pour dire il y en a 36. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas compter, il y en a tellement qu'on ne peut pas compter. Hein. Et effectivement, il y a aussi toute une série de variantes régionales. On n'est pas non plus face à ce système des cultes de vaudou contemporains, face à quelque chose qui précisément fait parfaitement système. Il y a toute une série de variantes régionales. Ici comme ici, il y a des saints très, très régionaux et des saints dont de bien plus grande renommée et qu'on vénère de façon beaucoup plus large. Et bien les vaudous, c'est un peu ça. Hein, il y a quelques grandes divinités qui ont circulé bien davantage que d'autres, et puis il y a eh bien de petits vaudous locaux, d'une certaine manière, vénérés à l'échelle d'un quartier, d'un lignard, d'une grande famille, etc. Donc, je parlais de tradition de l'invention, je parlais de dynamique historique, d'évolution des cultes, avec certains qui gagnent en importance, d'autres qui perdent en importance au fil des 2-3 derniers siècles, qui sont relativement bien connus à cet égard. Et ça ne s'arrête pas avec la période coloniale. La période coloniale ne fiche pas cette affaire. Hein, d'une certaine... on voit très clairement de nouveaux cultes apparaître pendant la période coloniale, précisément des nouveaux cultes qui sont d'une certaine manière chargés de faire sens de la nouvelle situation, hein,
Ce sont des cultes qui vont traiter plus précisément de questions qui se posent bien dans les villes coloniales émergentes, etc., avec un renforcement de l'anonymat qui mène à des relations de voisinage transformées, donc des nouvelles tensions, un nouveau type de tension, et de nouvelles tensions finalement à apaiser, à régler, de nouvelles menaces dont il faut se protéger, et tout ça donne lieu à une dynamique des cultes vaudou pendant la période coloniale qui est relativement importante, et qui voit émerger toute une génération de nouveaux vaudous qui sont toujours là aujourd'hui, et qui vont émerger en fait en parallèle de l'essor des religions mondiales. L'islam est présent en Afrique de l'Ouest, dans la bande sahélienne depuis 1000 ans. Il va mettre plusieurs siècles à descendre au niveau de la côte à travers des réseaux commerciaux. Les premiers marchands musulmans arrivent dans le sud du Bénin au XVIIIe siècle, et les rois des formations politiques les plus importantes cherchent à avoir désormais alors un clerc musulman à leur service. Ils cherchent à s'approprier en fait les savoirs de ces nouveaux clercs, comme ils s'étaient appropriés les services d'autres serviteurs de puissance d'une certaine manière. Ils cherchent à faire rentrer les missionnaires aussi dans ce schéma au début, puisque la rencontre missionnaire, c'est une région où elle a lieu avant la rencontre coloniale proprement dit. Il y a des missionnaires qui sont là au XIXe siècle sans le soutien de l'armée française. Les premiers missionnaires s'installent là et cherchent à asseoir une forme de respectabilité religieuse minimale, à se voir reconnaître une forme de respectabilité religieuse minimale. Quand il n'y a pas l'armée française, ça va beaucoup moins de soi, et ça s'accélère vraiment à partir du tournant du XXe siècle, quand effectivement ça devient en fait la religion de l'envahisseur, et dès lors c'est peut-être aussi plus intéressant. C'est là finalement le fondement du pouvoir du colon, de l'envahisseur, et ça suscite, c'est la religion des puissants, des nouveaux maîtres du pays, et donc ça suscite un intérêt renouvelé à partir de là. Et aussi, alors ce qui va caractériser évidemment l'action des missionnaires au-delà de leur action proprement religieuse, c'est qu'ils entendent agir bien au-delà de la seule sphère religieuse, et ça j'en arrive peut-être maintenant à la façon dont ces cultes vaudous se déploient dans le Bénin contemporain, qui est directement lié en fait à cette histoire coloniale et à cette histoire missionnaire, puisque en fait à partir du début du XXe siècle, se mettent en place des écoles, qui sont très largement au départ des écoles catholiques tenues par les missionnaires, jusqu'au tournant du XXe siècle. Le meilleur lycée, le meilleur collège du sud du Bénin, c'est un collège catholique, et donc les élites, qui vont être les nouvelles élites, qui vont au départ être les petites mains de l'État colonial, et puis qui vont devenir les élites politiques et administratives de l'État postcolonial, sont assez largement catholiques. Et donc à partir de là, le vaudou ne va plus de soi. Le vaudou devient, l'identité religieuse du peuple. L'islam, il y a depuis longtemps, des mondes sociaux, en particulier ceux des commerçants, où l'identité musulmane est une identité religieuse importante, significative, dans des mondes sociaux relativement spécifiques, celui des commerçants en particulier. L'islam gagne du terrain pendant la période coloniale, et surtout donc l'identité catholique commence à émerger, et puis se développe assez rapidement du fait de son association avec la scolarisation, avec le fait scolaire, qui va profondément redistribuer les cartes du jeu social et remanier les hiérarchies sociales et culturelles et économiques d'ailleurs, puisque évidemment scolarisation dit accès à l'emploi salarié, etc. Donc des redistributions, des formes de légitimité sociale, des forces sociales qui mènent aux positions sociales dominantes importantes pendant la période coloniale, et dès lors aussi une sorte de provincialisation du vaudou, qui devient davantage une identité religieuse rurale qu'urbaine, et certainement davantage une identité religieuse du peuple, s'il faut penser avec la dichotomie peuple-élite qui n'est pas satisfaisante, mais je veux dire, pour faire très rapidement, plutôt une identité populaire.
Ceci dit, les choses sont évidemment plus complexes, on ne peut pas penser simplement comme ça. Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal, avait l'habitude de dire qu'au Sénégal, il y avait 90% de musulmans et 100% d'animistes. C'est un peu, il y a de ça aussi dans la situation béninoise. C'est-à-dire que l'identité religieuse de pratiquants des cultes vaudous est une identité qui n'est plus revendiquée par, disons, les franges les plus éduquées et les plus nantis en capital culturel, en capital scolaire, en fait, et en capital économique, tout simplement, de la population, ou rarement. Mais en cas de problème, les gens savent où aller, d'une certaine manière. Quand ça ne marche pas à l'église, quand on est face à des problèmes persistants, en fait, et face quand le malheur fait série, le plus souvent, quand on est face à une accumulation de malheurs, eh bien, il est fréquent qu'on retrouve à ce moment-là toutes les couches sociales chez les devins des périphéries ou chez les devins des arrière-cours des villes, dans les arrière-cours des villes ou dans les périphéries des centres urbains. On peut croiser là eh bien, des ministres, des hauts fonctionnaires et beaucoup de monde qui, en cas de dernier recours ou quand on ne parvient pas à se débarrasser de problèmes persistants par ailleurs, eh bien, on finit régulièrement de ce côté-là. En ce compris d'ailleurs dans la diaspora. Moi je me souviens avoir été avec des chefs de culte à Cotonou et recevoir des coups de fil de gens qui commandaient des sacrifices, d'une certaine manière, parce que problème au travail, problème de santé, etc., quelque part en France ou aux États-Unis. Donc voilà, donc aujourd'hui le vaudou c'est une identité religieuse qui est déclarée par environ 30% de la population, qui est alors très massivement une identité religieuse associée en fait au monde rural, qui est un monde déprécié, qui est dominé symboliquement, qui est dominé économiquement, puisque eh bien, la modernité c'est la ville, le lieu de la modernité, et puis objectivement le lieu où les gens bénéficient davantage de moyens. Mais dans la pratique, évidemment, on ne peut pas se satisfaire pour décrire la situation religieuse du Bénin, même à grands traits, des identités religieuses déclarées. Dans la pratique, vous l'aurez compris, on est face à une situation un peu plus complexe où ces cultes vaudous continuent à faire figure de figure de recours, de porte de sortie, lorsque on a des problèmes persistants auxquels on pense que les cultes vaudous, le recours à des devins, le recours à des dieux de la force, d'une certaine manière, peut apporter des formes de solutions. Mais donc, j'espère aussi commencer à faire sentir que ces cultes sont certainement pas les cultes d'une Afrique éternelle, de la tradition immémoriale, mais sont des cultes pleinement en prise avec la société béninoise d'aujourd'hui, et que faire sens de l'Afrique d'aujourd'hui demande aussi aux chefs de culte une forme de travail symbolique, c'est-à-dire une mise en relation de ce qu'ils ont à dire avec ce que les gens vivent, avec le monde dans lequel vivent les Béninois d'aujourd'hui. Et en particulier, comme on n'est pas ici face à une religion du credo, il n'y a pas une doctrine. On est face à une religion davantage ritualiste, où l'observance rituelle est la garantie finalement du succès de l'entreprise religieuse, largement. Donc on n'est pas dans une religion du credo, on n'est pas il n'y a pas une doctrine vaudou unifiée, donc il y a aussi une forme de perméabilité énorme à toute une série d'influences religieuses, et notamment donc une influence très nette aujourd'hui du christianisme sur le discours sur le discours des chefs de culte, une influence très claire aussi de l'ésotérisme occidental qui circule dans des brochures, qui circule dans des livres. C'est pas rare d'entendre des chefs de culte vous parler des 7 ciels, du plan astral, des signes du zodiaque, et chercher à faire des correspondances entre le pouvoir des vaudous et les pouvoirs des dieux hindous, de chercher à faire des correspondances entre le pouvoir des vaudous et les pouvoirs attribués par exemple aux francs-maçons, et à toute une série de sociétés secrètes qui sont
investis plus ou moins de différents, qui sont considérés comme des sources spirituelles de force, hein, fondamentalement. Et donc, aussi, hein, de faire sens aussi du récit biblique et de se lancer dans des correspondances entre pouvoir des vaudous et récit de l'Ancien Testament et pouvoir du Dieu de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Un chef de culte que je connais bien depuis précisément une petite vingtaine d'années désormais a dans son temple une représentation de son vaudou qui est très très christique, hein, d'une certaine manière. C'est un blanc avec une barbe dans une position où il tient un chapelet à la main, hein, etc. Bon, et une autre fresque qu'il a dans son temple montre le sacrifice d'Abraham. Hein. Pourquoi le sacrifice d'Abraham, a-t-il dit? Eh bien parce que nous aussi on peut sacrifier des moutons et restaurer la vie, et ce genre de choses-là. Donc on a ce discours de mise en correspondance des pouvoirs des vaudous avec, par exemple, le récit biblique, mais bien au-delà avec les récits produits par des penseurs de l'ésotérisme occidental, ou bien avec des images qui circulent des dieux de l'hindouisme, puisqu'il y a eu toute une migration indienne aussi dans les grandes villes côtières de l'Afrique occidentale, comme bien plus massivement d'ailleurs en Afrique orientale, qui a amené une iconographie qui a commencé à circuler localement et qui a donné lieu à des formes de réappropriation, de discours de mise en correspondance de toutes ces formes religieuses. Voilà. Je pense que eh bien, j'ai cherché à vous donner comme ça quelques repères à la fois historiques, sociologiques, et peut-être aussi plus spécifiquement sur le type de travail symbolique qui est celui des cultes vaudous auxquels sont confrontés, ou dans lesquels sont engagés les chefs de culte vaudous contemporains. Voilà, eh bien c'était à peu près ce que j'avais annoncé il y a une vingtaine de minutes, ou une quinzaine de minutes. Peut-être, Geoffrey, tu peux dire un mot sur quelle a été ta démarche esthétique, sur ce que tu as cherché à capter, ce que tu as cherché à faire passer. Démarche esthétique, je n'ai pas vraiment de démarche esthétique. À partir du moment où Joël m'a fait rentrer dans les maisons et m'a donné les codes pour me faire accepter, je prends les photos, comme je fais tous les jours, c'est mon métier de tous les jours, donc voilà, on me met dans une situation et je fais des images, voilà. Et moi Joël a les codes pour rentrer dans sa maison, moi j'ai les codes pour faire des images avec quelques techniques, et pour la lumière évidemment. Mais sinon, je ne pourrais pas en rajouter beaucoup plus sur la présentation de Joël au niveau du vaudou. C'est moi qui fais les images évidemment, mais c'est Joël qui m'a mis en relation avec tout le monde là-bas. Donc on arrive sur place, on a les autorisations, on peut appeler ça des autorisations pour faire les photos. Et donc voilà, je suis dans mon milieu. J'ai un appareil photo en main, je fais les images, je sais comment faire, j'espère. Et voilà le résultat. Après, c'est aussi un peu de traitement d'image. Je ne sais pas. Oui, non, parce que Joël a tendance à dire que les images sont mal cadrées et floues, mais c'est faux, bien sûr. C'est faux. Donc, moi, je ne connaissais pas le Bénin. On avait déjà été une fois ensemble dans le cadre de maisons de jeunes, de rencontres de maisons de jeunes. J'y suis retourné pour faire ce reportage, sans savoir dans quoi j'allais tomber. Et donc, et voilà, de cérémonie en cérémonie, c'est toujours un petit peu surprenant. Elles sont presque toutes différentes, je dirais. Nous, c'est les animaux qui changent. Il y a du sang de poule. Du sang de chèvre. Un petit peu de tout, mais à un moment, on ne le voit plus. Mais donc voilà, c'est l'important pour faire ce genre de reportage, c'est qu'il faut vraiment se faire accepter. Parfois, j'avais un garde du corps, on va dire, avec moi pour qu'on ne vienne pas m'ennuyer pendant que je faisais les photos. C'est pas apprécié par tout le monde, je pense, la photographie de ce genre de cérémonie. Donc il vaut mieux te présenter, et pour ça, Joël a l'école. Il sait comment faire.
Oui, non, c'est-à-dire qu'on est retourné dans des endroits que je connaissais relativement bien, où on pouvait effectivement Oui, trouver oui, une oui. forme d'accord d'une partie en tout cas de l'assistance pour réaliser des... Et on n'arrive pas directement avec l'appareil Non, photo bien non sûr. plus. On se présente, d'abord on se présente, donc on rencontre les personnes, ensuite on y retourne, on fait une photo ou deux, ça leur fait plaisir. Et puis enfin, l'appareil photo est totalement accepté et je pouvais me déplacer où je voulais. Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, c'est assez facile pour moi. C'est Joël qui a les connaissances sur la culture et la religion. Moi, j'ai fait des images et j'espère qu'elles vous plairont. Vous avez déjà eu un petit peu le temps de circuler. Si vous...